Dans une précédente formation, nous avons conçu un outil permettant aux responsables d'archiver les congés des salariés par simple sélection des dates dans un calendrier annuel. Comme ici, pour l'année 2020 et le salarié des Bois Romains, nous souhaiterions poser des congés sur les 3 dernières semaines de juillet après le 14 juillet. Le responsable sélectionne les dates en question, clique sur le bouton « Gérer » pour faire apparaître le formulaire du gestionnaire de congé, définit la nature de l'absence, il s'agit d'un congé payé, et clique sur le bouton « Ajouter » pour procéder au traitement et constater que, quasi instantanément, ces dates apparaissent mises en évidence de façon dynamique sur le calendrier annuel, elles sont désormais archivées. Pour plus d'efficacité, nous souhaitons désormais, et de la même façon, dresser la liste du personnel disponible sur une période définie. L'objectif est de lui permettre d'organiser au mieux ses équipes, notamment au cours de périodes particulièrement délicates comme celle des vacances annuelles. Le responsable souhaiterait connaître par exemple la disponibilité des salariés pour les vendredis des 3 dernières semaines du mois de juillet 2020. Il les sélectionne, clique sur le bouton « Gérer », puis sur le bouton « Dispo » et après traitement, vous constatez qu'il obtient la synthèse on ne peut plus parlante de l'ensemble des disponibilités pour tous les salariés de la société. En vert sont énumérés tous les salariés pleinement disponibles, et puis en jaune à 67% de présence, ceux pour lesquels une date est déjà prise, et puis ensuite tous les salariés qui sont de moins en moins disponibles. Ces travaux s'inscrivent dans la continuité des précédents. Nous devons donc commencer par réceptionner le classeur offrant la construction automatique des calendriers annuels et permettant d'archiver les congés des salariés. Bien sûr, et comme toujours, ce classeur est offert au téléchargement depuis le site bash.fr. Comme nous le disions, donc, le bouton « Dispo » est nouveau. C'est lui que nous allons devoir développer. Il s'agit, selon les développements que nous avons faits dans la formation précédente, de présélectionner des dates pour pouvoir effectivement afficher le formulaire. Le bouton « Dispo » est donc situé juste en dessous du bouton « Ajouter ». Il doit scruter les dates d'absence des salariés dans la feuille congé pour dresser le bilan des présences dans la feuille disponibilité. Effectivement, la feuille congé fait office, souvenez-vous, de base de données des absences archivées. Bien sûr, il apparaîtra judicieux d'établir un tri, comme nous l'avons vu, sur cette synthèse de la feuille disponibilité, afin de classer les employés par ordre de disponibilité précisément. Je vous propose, si ce n'est déjà fait, de cliquer sur la croix du formulaire pour le fermer, et puis de basculer dans l'éditeur visuel basique par le raccourci clavier Alt F11. Vous remarquez que, il y a déjà un code qui est proposé. Le module 3 est actif par défaut, même si ce n'est pas flagrant dans l'explorateur de projet, mais vous pouvez double-cliquer dessus pour, si ce n'était pas déjà le cas, afficher son code au centre de l'écran. 2 modules donc sont proposés. Les 2 premiers hébergent des codes que nous avons exploités dans la formation VBA précédente, notamment pour renvoyer l'indice de dernière ligne de la base de données. Donc ces modules se nomment respectivement trier congé et trier dispo. Leur code a été construit par une macro Excel enregistrée automatiquement. Le premier module, comme son nom l'indique, permet de trier le tableau des congés sur le nom des salariés. Ainsi regroupé, le traitement par le code VBA à la recherche des dates pour être optimisé. Le second est utile pour trier le tableau de synthèse de la feuille disponibilité. Le tri est organisé décroissant sur la fréquence des présences pour la période déterminée. Ce code devra être appelé lorsque nous aurons réussi à consolider toutes les disponibilités des salariés pour la période désignée. Tous deux attendent un paramètre, ligne fin et ligne N. Il s'agit de l'indice de la dernière ligne pour chaque tableau. Cet indice est utile pour savoir quelles lignes doivent être considérées dans le tri. C'est l'adaptation que nous avons apportée à ces modules. Les variables respectives sont répétées à 3 occasions dans chacun des codes afin de l'ajuster à nos besoins. Nous devrons donc être en mesure d'appeler ces procédures en leur passant l'information sur ces indices à trouver. Le traitement à entreprendre n'est pas anodin, il va s'avérer précieux pour les gestionnaires. De nombreuses données sont à manipuler, à scruter et à dépouiller. De fait, un nombre relativement important de variables est à prévoir. Dans l'explorateur de projet, je vous propose de déployer l'arborescence du dossier feuille s'il n'est pas déjà ouvert, et puis de double-cliquer sur l'élément outil, c'est-à-dire le formulaire que nous avions conçu.
Et sur ce formulaire, sachant que tous les autres boutons sont fonctionnels sauf le bouton Dispo, je vous invite donc à double-cliquer sur ce dernier pour basculer dans la feuille de code, plus précisément entre les bornes de la procédure événementielle, disponibilité clic. Son code se déclenchera donc au clic sur le bouton Dispo. Dans les bornes de cette procédure et sans plus attendre, nous allons donc débuter par la déclaration des variables nécessaires et leur affectation, en commençant par une variable que nous nommons nom, qui va nous permettre de prélever à chaque passage dans la base de données le nom du salarié en cours d'analyse. Et comme nous avons besoin de savoir si nous avons changé de salarié, nous déclarons une variable non-temp qui lui prélèvera cette information à la fin de la boucle, c'est-à-dire qu'au prochain passage, si nous comparons les deux valeurs et qu'elles ne sont pas identiques, eh bien nous saurons que le nom du salarié a changé, puisque nous les aurons triés croissant sur le nom, et donc que nous pouvons entreprendre la consolidation des données récoltées jusqu'alors pour le salarié précédent. Nous avons besoin pour chacun, et comme vous l'avez vu dans la synthèse offerte par la feuille disponibilité, eh bien de livrer l'ensemble des dates pour lesquelles le salarié est absent, si d'aventure il est absent. C'est pourquoi nous déclarons une variable que nous nommons chaîne date et que nous typons comme une chaîne de caractères pour pouvoir les y concaténer. Ensuite, nous avons besoin de connaître le nombre de dates sélectionnées par le responsable depuis le calendrier annuel. Donc nous créons une variable que nous nommons nbdate et que nous typons comme un entier court car le responsable ne sélectionnera jamais au-delà de 255 dates, ce qui est la capacité maximum d'un byte. Sinon, eh bien, la synthèse ne servirait pas à grand chose. Nous avons besoin aussi de réaliser un décompte sur les absences. C'est la raison pour laquelle, pour chaque salarié, nous déclarons une variable que nous nommons nbabs comme un entier court de la même façon. Nous avons besoin de scruter l'ensemble des lignes de la base de données des congés. C'est la raison pour laquelle nous déclarons une variable que nous nommons ligne ext, mais que nous typons cette fois comme un integer, car cette base de données peut allègrement dépasser les 255 lignes. Nous avons besoin aussi de connaître l'information sur la dernière ligne de cette base de données, comme nous le disions, pour entreprendre son tri sur le nom des salariés. C'est la raison pour laquelle je vous invite à déclarer une variable que nous nommons ligne fin et que nous typons bien entendu comme un integer, comme la variable précédente. Il s'agit ensuite, grâce à une boucle for each, de pouvoir parcourir l'ensemble des dates sélectionnées. Donc nous déclarons une variable objet que nous nommons cellule et que nous typons précisément comme un objet de type range. Nous avons aussi besoin de manipuler les lignes de la feuille disponibilité. C'est pourquoi nous déclarons une variable que nous nommons ligne disp as integer par mesure de sécurité, donc plutôt qu'un byte. Et puis pour simplifier la syntaxe, nous allons déclarer deux variables objets qui vont permettre de pointer sur les feuilles respectives. Ce sont des techniques que nous avons développées lors des formations précédentes, donc comme un objet de type worksheet pour la première, et puis de la même façon pour pouvoir piloter la feuille disponibilité, eh bien nous allons déclarer une variable que nous nommons feuille disp et que nous typons comme un objet worksheet, c'est-à-dire un objet feuille de classeur. Enfin, nous allons déclarer une variable booléenne qui va s'avérer précieuse, donc pour indiquer au traitement si une corrélation a été trouvée sur les dates, ce qui nous permettra d'optimiser effectivement notre code. Ensuite, il convient d'initialiser ces variables, comme nous le disions, grâce au mot-clé set pour les variables objets afin de pouvoir instancier la classe, c'est-à-dire faire en sorte que notre objet feuille dès lors puisse hériter des propriétés et méthodes de notre feuille congé pour la première, grâce à l'objet sheets qui requiert en paramètres et entre double cotes le nom de la feuille en question. Il s'agit de la feuille congé, sans accent tel que nous l'avions écrit. Et puis pour la deuxième, feuille disp, son but est de pouvoir pointer sur la feuille disponibilité. Comme son intitulé est plus important, plus long, je vais me permettre de le prélever directement dans son onglet afin d'éviter toute erreur de saisie donc, et puis des erreurs de code qui seraient malvenues. Ensuite, souvenez-vous, nous avions créé une fonction dans le module 1 qui se nomme repérer, qui permet de retourner la dernière ligne de notre feuille, notre base de données des congés. Et c'est
la raison de la déclaration de notre variable ligne fin que nous allons directement affecter à cette valeur grâce à la fonction repérée qui scrute cette base de données et retourne effectivement l'indice de la dernière ligne. Nous retranchons une unité puisqu'en l'occurrence cet indice est celui de la première ligne vide après la base de données, et nous ce qui nous intéresse c'est de pouvoir trier le tableau jusqu'à la dernière ligne remplie. Comme je vous le disais, nous allons ensuite appeler par son nom notre procédure qui se nomme trier congé, qui appartient au module 3 en lui passant justement cet indice de ligne que nous venons de récupérer, ligne fin. L'objectif est de regrouper tous les salariés par leur nom afin de faciliter le traitement et de pouvoir savoir précisément à quel moment nous passons sur un autre salarié pour plus facilement consolider les données des uns et des autres. Nous devons continuer donc notre affectation des variables qui peuvent l'être à ce stade. Nous pouvons connaître le nombre de dates sélectionnées par le responsable grâce à l'objet selection, qui est un objet de type range, qui encapsule toutes les cellules sélectionnées au moment de l'exécution du code, et cet objet propose une propriété qui se nomme count et qui renvoie le nombre de cellules sélectionnées, donc de dates incluses. Ensuite, à ce stade, le traitement n'ayant pas débuté, forcément, nous initialisons notre variable nom à vide, notre variable non-temp à vide aussi, et puis nous allons bien sûr initialiser notre variable nbabs, c'est-à-dire le décompte des absences, à 0. La première ligne pour la feuille disponibilité, en ce qui concerne le traitement, comme vous le remarquez, est la ligne 5. Donc, nous allons initialiser notre variable ligne disp à cet indice. C'est ainsi que nous pourrons procéder à l'inscription des nouvelles informations, les unes en dessous des autres. Pour cela, il faudra bien sûr incrémenter notre variable. Et puis, à ce stade, bien sûr, nous initialisons notre variable booléenne à false, puisque nous considérons, étant donné que le traitement n'a pas débuté, que aucune date, aucune correspondance n'a encore été trouvée. Avant d'enclencher l'analyse des dates sur la base de données, nous devons commencer par purger donc le tableau de la feuille de disponibilité, parce que les synthèses des précédentes demandes y sont nécessairement stockées au fil de l'utilisation. Donc, à la suite de ce code, nous allons engager une boucle classique, désormais une boucle do while, qui va continuer son traitement tant que son critère est vrai. Son critère concerne l'analyse d'une cellule que nous allons passer en revue ligne à ligne sur cette feuille. C'est la raison pour laquelle je vais prélever mon nom de variable feuille disp avec mon objet cells, donc l'objet hérité de notre objet feuille disp qui désigne une cellule par son indice de ligne et de colonne. L'indice de ligne est l'indice de ligne en cours repéré par la variable ligne disp. Nous allons agir sur la colonne B, c'est-à-dire la première colonne de ce tableau, donc indice 2. L'objectif est de savoir si son contenu, propriété value, n'est pas vide, différent de guillemets. Tant que ces cellules ne sont pas vides, nous poursuivrons le traitement. Le traitement, quel est-il? Il consiste à supprimer chacune des lignes pour lesquelles la cellule en colonne B est repérée comme non vide afin de purger ce tableau. Donc je prélève un bout de code et comme vous le savez, il y a une propriété dérivée de l'objet cells qui se nomme entire row qui désigne la ligne entière à partir d'une cellule, puis la méthode delete pour effectivement procéder à la suppression de la ligne complète à partir de cette cellule désignée. Une fois donc la feuille de réception purgée, ce qui doit être le cas après cette procédure, nous devons enclencher un traitement récursif destiné à parcourir l'intégralité des dates d'absence archivées dans la feuille congé. Il s'agit même d'une double boucle puisque chaque date de la feuille congé doit être comparée avec chacune des dates de la sélection. Et comme nous connaissons les bornes grâce à notre variable ligne fin et notre variable ligne ext qui doit débuter à partir de l'indice 3 sur la feuille congé, c'est ainsi que la base de données est conçue, nous engageons, une fois n'est pas coutume, une boucle forNext, qui débute donc pour notre variable de boucle ligne ext à partir de l'indice 3, comme nous le disions, c'est-à-dire du premier salarié, et qui va jusqu'au dernier, qui est désigné par notre variable ligne fin, qui a récupéré cet indice grâce à notre fonction repérée. N'oublions pas de tout de suite borner notre boucle for,
Et à chaque passage, je vous rappelle que ce tableau est désormais trié croissant sur les noms des salariés, eh bien, nous allons commencer effectivement par récupérer le nom du salarié en cours d'analyse, puisque c'est sur ce nom que nous allons pouvoir consolider ces résultats. L'objet qui désigne la feuille congé, eh bien, c'est notre objet feuille. Grâce à son objet dérivé Cells, nous allons pouvoir pointer sur la ligne en cours, repérée par la variable de boucle, c'est-à-dire ligne ext, en colonne 2, car la colonne B est celle qui détient les noms de ses salariés, point value comme toujours, propriété de l'objet Cells, pour accéder à son contenu. Et donc, pour chacun de ces salariés, eh bien, nous devons comparer la date d'absence, qui est renseignée en colonne C, donc à l'indice 3, avec chacune des dates de la sélection. C'est pourquoi, à l'intérieur de cette boucle, nous encapsulons une autre boucle, une boucle for each, que nous avons démontré dans les formations précédentes en exploitant notre objet cellule de type range pour parcourir toutes les cellules de notre sélection, objet sélection de type range. Les deux objets dans une boucle for each à gauche et à droite de l'instruction doivent être du même type, ce qui est le cas grâce à notre déclaration, et nous n'oublions pas donc de borner notre boucle aussitôt pour ne pas l'oublier. Le raisonnement que nous sommes en train de poser est inverse. Avant même d'enclencher la boucle for each sur les dates, nous devons coder, donc juste au-dessus, les instructions permettant de consolider ces données recueillies. En effet, au moment où nous écrivons ces lignes, nous considérons que nous sommes au premier passage. Mais cette boucle recommence son traitement tant que le dernier enregistrement des congés n'est pas atteint. Donc pour les passages suivants, si les noms diffèrent lorsque nous revenons au début de notre boucle, nous devons inscrire les informations recueillies pour le précédent salarié. Ainsi, nous pourrons poursuivre l'analyse des dates pour le suivant. C'est pourquoi, dans cette boucle for, mais avant la boucle for each, je vous propose tout d'abord d'y placer le point d'insertion, et il s'agit, pour les passages à venir, de commencer à réaliser une quadruple condition. Les conditions, quelles sont-elles? Est-ce que le nom que nous prélevons à chaque passage dans la boucle, alors je me demande si, oui, tout à fait, vous voyez ici, alors je vais reprendre, c'est un petit oubli de ma part, mais ce n'est pas bien grave, nous aurions pu le rajouter après, mais pour la compréhension c'est important à ce stade. Ici, nous allons rajouter après la boucle for each l'affectation de la variable non-temp, et puis nous allons reprendre notre processus sur la variable nom. Alors pourquoi? Je vous l'explique pour que la compréhension de ce que nous allons construire soit plus évidente. Au début de la boucle, donc pour chaque passage dans la base de données, nous prélevons l'information de nom, et puis nous passons en revue toutes les dates. À la fin donc de ce traitement, si d'aventure une date est trouvée, ou non, peu importe, nous allons dire que le nom temp est égal au nom précédent, puisque nous allons en changer, peut-être, en passant sur la ligne suivante, à moins que ce soit le même salarié. Et dès lors, puisque la nouvelle affectation a eu lieu, c'est là que nous allons pouvoir poser la question suivante pour commencer: est-ce que les noms diffèrent? Si les noms diffèrent, vous voyez que pour la compréhension, c'est quand même important d'avoir rajouté cette affectation manquante. Est-ce que nom est différent de non-temp? Vraisemblablement, si c'est le cas, cela signifie que, à l'occasion de ce nouveau passage dans la boucle, nous sommes passés sur un autre salarié, et donc il convient de consolider les résultats précédents. Oui, d'accord, mais dans le même temps, nous devons nous assurer que non-temp est différent de guillemets, puisque nécessairement, c'est son affectation de base. Donc au premier passage, ils seront différents. Donc s'il est différent de guillemets, c'est que nous ne sommes pas au premier passage dans la boucle. Et dans le même temps, nous devons nous assurer, bien entendu, que des dates ont été ajoutées dans notre variable chaîne date. Donc elle ne doit pas être vite différente de guillemets. Et puis dans le même temps, c'est notre indicateur, vous verrez, que nous affecterons à true lorsque des corrélations seront trouvées, qui va nous confirmer le reste des tests pour nous inciter à effectivement consolider dans la feuille de disponibilité les données récoltées pour le salarié précédent. N'oublions pas de borner notre instruction if. Si ces 4 critères sont vérifiés, que devons-nous faire? Nous devons pointer sur notre feuille disponibilité, donc pour y inscrire ces valeurs. Donc je prélève un fragment de code de manière à ne pas devoir tout refaire.
Pour la ligne en cours repérée par la variable ligne disp et en colonne 2, donc, eh bien, nous allons, grâce à la propriété value, inscrire dans cette cellule ce que nous attendons ici. C'est effectivement le nom du précédent salarié pour lequel nous consolidons les résultats, qui est stocké dans la variable non-temp. Et puis, nous souhaitons ensuite pouvoir inscrire l'information sur le taux de disponibilité. Cette information est attendue dans la feuille disponibilité en colonne 3. Et nous allons tout simplement ici faire une petite opération triviale. À 100%, c'est-à-dire 1, nous allons soustraire le taux d'absence, ce qui donnera le taux de présence. Donc, nous factorisons. Nous allons diviser la valeur contenue dans la variable NB-ABS que nous allons incrémenter à chaque fois que une absence est décelée par le nombre de dates totales sélectionnées à l'origine par le responsable. Donc cette division donne le taux d'absence, nous la retranchons à 100%, nous obtenons bien le taux de présence. Enfin, nous devons effectivement, pour plus de confort, inscrire les informations sur les dates précises des absences pour chacun des salariés. Ces informations, nous allons les concaténer tour à tour, vous le verrez, puisque nous sommes dans un raisonnement inverse, dans la variable chaîne date. Attention en revanche, ici il s'agit bien d'affecter la cellule qui est en colonne 4, donc en colonne D. Suite à cela, puisque nous sommes en train d'inscrire dans cette feuille disponibilité pour les prochaines inscriptions, nous devons nécessairement nous positionner sur les lignes du dessous, donc nous ne devons pas oublier d'incrémenter notre variable ligne disp égale ligne disp plus 1. Comme nous venons de consolider les données pour le précédent salarié et que désormais nous devons poursuivre l'analyse pour les suivants, il convient bien entendu de réinitialiser notre variable en commençant par chaîne date que nous réinitialisons donc à vide, et puis notre compteur d'absence que nous réinitialisons à 0, 2 points pour inscrire sur la même ligne, notre nom temporaire que nous affectons au nom en cours, puisque nous venons de consolider effectivement ces données, et notre variable booléenne que nous réinitialisons à false, puisque pour l'instant, pour le prochain salarié, rien n'indique que nous avons trouvé des correspondances de date. Dans la boucle for each, désormais, il convient, comme nous le disions, de comparer chaque date sélectionnée avec la date en cours d'analyse. Si aucune correspondance est trouvée, la variable booléenne doit premièrement être conservée à false. Dans le cas contraire, si une correspondance est trouvée, elle doit être basculée à true. Cet indicateur est précieux, nous l'avons vu. Elle indiquera ainsi que des absences sont recensées pour le salarié en cours. Je vous propose donc de placer le point d'insertion entre les bornes de la boucle for each, et puis nous allons débuter l'analyse sur la base de données, cette fois-ci grâce à une instruction conditionnelle bien entendu. Notre feuille congé est représentée par notre objet nommé feuille. Nous pointons sur une cellule, en particulier celle des dates, comme nous le disions, pour la ligne en cours repérée par notre variable ligne ext, qu'il va bien entendu s'agir d'incrémenter, mais elle s'incrémente naturellement grâce à la boucle for, contrairement à une boucle while. En colonne 3, comme nous le disions, c'est-à-dire la colonne C, c'est elle qui renferme l'information sur la date d'absence, point value comme toujours propriété pour accéder à son contenu. Est-ce que cette date est égale à la date en cours d'analyse dans la boucle for each qui passe en revue toutes les dates sélectionnées par le responsable, cellule.value, car je vous rappelle qu'il s'agit bien d'un objet de type range. Si tel est le cas, tout d'abord, et comme toujours, nous prenons soin de bien borner notre instruction conditionnelle. Si c'est le cas, nous savons qu'une date correspond, donc nous nous empressons de tout d'abord basculer notre variable booléenne à true. Et ensuite, il s'agit de savoir si cette date correspond à un salarié en cours d'études ou à un nouveau. Donc, nous enclenchons un test sur le nom du salarié. Est-ce que le nom en cours, celui que nous avons prélevé au passage dans la boucle, est égal au précédent? Si tel est le cas, ça veut dire qu'il s'agit toujours du même sur les lignes suivantes. Et ou que, dans le même temps, ou que, cette fois-ci, c'est important, le nom est vide, signifiant qu'il s'agit du premier
salarié et qu'il n'y aurait qu'une date pour lui, pour l'instant, qui est ainsi décelée. Dans ces conditions-là, eh bien, nous savons effectivement que c'est la continuité, et donc nous devons concaténer, consolider les informations récoltées pour ce salarié qui est toujours le même. Prenons soin néanmoins de prévoir la branche else, bien entendu, car nous allons devoir traiter fort logiquement le cas contraire. Donc, comme il s'agit toujours du même salarié, comme je vous le disais, eh bien, nous allons incrémenter son compteur d'absence qui est précieux pour, à la fin, déterminer le taux de présence, comme nous l'avons vu dans le petit calcul que nous avons entrepris. Donc, nous l'incrémentons NB-ABS égale NB-ABS plus 1. Nous devons aussi ajouter à la suite de notre chaîne de dates, eh bien, la nouvelle date qui a ainsi été décelée. Donc c'est une concaténation à l'ancienne valeur. Chaîne date égale chaîne date et eh bien, la nouvelle date. Mais comme il s'agit vraisemblablement d'une information au format date, pour ne pas risquer des incompatibilités de type, je vous engage à utiliser la fonction de conversion CSTR qui permet de contraindre effectivement cette donnée de date en donnée textuelle pour pouvoir la concaténer sans aucun souci. Donc cellule .value que nous lui passons en paramètre et le tout que nous allons concaténer à un espace pour plus de clarté dans la présentation des données que nous allons inscrire dans les cellules. Suite à cela, eh bien, nous allons quitter cette boucle encapsulée. Pour quelle raison? Eh bien, tout simplement, si la correspondance a été trouvée pour cet enregistrement de la feuille congé, les autres dates ne vont pas pouvoir correspondre sur ce même enregistrement, car il n'y a pas plusieurs dates sur une même ligne. Donc, nous sortons de la boucle for each, de manière à nous retrouver dans la première boucle, qui va ainsi passer sur la ligne du dessous. Il peut s'agir du même salarié pour une autre date ou d'un autre salarié. Nous devons désormais bien, traiter le cas contraire, c'est-à-dire le else, tout simplement parce que alors ici je m'aperçois, voyez-vous, que pourtant je prends soin tout le temps de bien borner mes instructions, que j'ai bien borné mon premier if, mais pas borné le second qui est encapsulé. Voilà, c'est une erreur d'étourderie de ma part, donc tout de suite on corrige pour éviter toutes les mésaventures. Comme je vous le disais dans le cas contraire, eh bien nous savons néanmoins que la date a été trouvé sur l'enregistrement en cours, mais vraisemblablement, puisque ce test a échoué, qu'il ne s'agit plus du même salarié. Donc, nous récoltons les données pour un nouveau, nous devons écraser nos variables. C'est pourquoi nous affectons notre variable chaîne date tout simplement à la valeur de la date en cours d'analyse dans la boucle for each, que nous associons à un espace pour les raisons de clarté que nous évoquions, et nous allons écraser, réinitialiser notre compteur d'absence à 1, puisqu'effectivement il y a à ce stade pour ce nouveau salarié une absence qui a été décelée. Et là encore, comme il ne peut pas y avoir plusieurs dates concordantes sur un même enregistrement, nous sortons de la boucle for pour pouvoir poursuivre l'analyse de la base de données congé et ainsi donc poursuivre notre traitement sur les autres enregistrements. Donc, le petit code que nous avons produit est tout à fait efficace, s'il n'y a pas d'erreur, puisque c'est toujours le risque, et puis s'il y en a, nous les corrigerons ensemble, nous allons constater bientôt qu'il est efficace. Mais, pour l'instant, il ne traite que les employés recensés dans la feuille congé, et pour lesquels des correspondances de dates sur les absences ont été trouvées. Tous les autres sont ignorés. Or, il s'agit précisément des personnes pleinement disponibles pour la période désignée par le responsable d'équipe. Nous proposons donc de créer une procédure parcourant l'ensemble des employés à leur recherche dans le tableau de la feuille disponibilité fraîchement construit. Dès que l'un d'eux n'est pas trouvé, il doit être ajouté avec un taux de présence défini à 100%. C'est pourquoi, sous la procédure disponibilité clic, je vous propose de créer une nouvelle procédure que nous allons nommer, par exemple, consolider. Elle portera ainsi bien son nom, consolider donc. Et puis, dans la foulée, nous allons commencer par déclarer les variables nécessaires. Comme nous le disions, nous avons besoin d'un objet de type feuille. Cette fois-ci,
pour piloter les cellules de la feuille source. C'est dans cette feuille que sont recensés tous les salariés que nous allons pouvoir passer en revue. Et puis nous avons besoin d'un autre objet pour piloter notre feuille disponibilité, donc, que nous déclarons fort logiquement comme un objet de type worksheet. Une fois encore, ce nom de variable est le même que le précédent, mais encapsulé dans sa propre procédure, durée de vie limitée à ses bornes, donc il n'y a pas de conflit. Nous avons besoin d'une variable pour manipuler les lignes de la feuille source. Je vous propose de la nommer ligne S, S pour source, comme un entier court, car nous n'avons pas au-delà de 255 caractères, et dans le même temps, nous avons besoin d'une variable pour manipuler les lignes de notre feuille disponibilité. Et bien, par esprit de cohérence, je vous propose de la nommer ligne D, D pour disponibilité, comme un integer, car vraisemblablement, nous pourrons facilement dépasser les 255 lignes. Ensuite, pour procéder à l'inscription, je vous invite à déclarer une variable que nous nommons ligne n, n pour nouveau, de manière à pouvoir placer le pointeur à chaque fois sur la prochaine ligne vide disponible de notre feuille disponibilité. Et puis, comme précédemment, nous allons déclarer un booléen qui va servir d'indicateur, que nous nommons là encore trouve, il porte ainsi bien son nom. Je vais me permettre de récupérer les deux premières affectations de la précédente procédure. L'une d'entre elles est déjà correctement écrite, elle concerne la feuille disponibilité. Pour la première, en revanche, nous devons cette fois-ci pointer sur la feuille source. C'est elle qui renferme les informations sur les noms des salariés. D'ailleurs, et pour preuve, je vous propose de basculer sur cette feuille directement sur le classeur, et vous voyez qu'ils sont tous recensés en colonne D à partir de la ligne 3. Donc, poursuivons. Suite à cela, nous continuons l'affectation de nos variables. Nous avons dit effectivement que l'énumération des salariés commençait à partir de la ligne 3. Nous affectons donc notre variable ligne S à 3. Nous savons que sur la feuille disponibilité, l'analyse, ou plutôt l'inscription, débute à partir de la ligne 5. Il va bien s'agir d'une analyse ici, puisque nous allons récupérer un tableau qui aura été implémenté par la précédente procédure, et nous avons besoin d'affecter notre variable ligne n à 5 dans un premier temps, mais en ce qui la concerne, son objectif est de pouvoir renseigner sur la dernière ligne de ce tableau, de manière à pouvoir y inscrire les informations des salariés pleinement disponibles à la suite. C'est pourquoi, dans la foulée, je vous engage à créer une boucle do while sur cette feuille disp. Donc je vais me permettre de prélever feuille disp. Nous allons agir sur une cellule en particulier, celle de la ligne en cours. C'est la raison pour laquelle nous avons initialisé à l'indice 5 notre variable ligne n. Sur la colonne 2, c'est-à-dire la colonne B, celle des noms, nous souhaitons réaliser ce traitement tant qu'une valeur est trouvée. Tant qu'une valeur est trouvée, nous ne devons pas y inscrire de nouvelles informations, au risque de les écraser. Nous devons poursuivre l'analyse pour trouver le dernier indice de ligne. C'est pourquoi à chaque passage, nous allons simplement nous contenter d'incrémenter notre variable ligne, qui donc, à l'issue du traitement, portera la valeur de la dernière ligne à partir de laquelle nous pourrons agir. Donc un traitement trivial dont nous avons désormais l'habitude. Ensuite, nous devons parcourir l'ensemble des salariés archivés sur la feuille source, donc en colonne 4, comme nous l'avons vu, la colonne D, et pour chacun d'entre eux, nous devons vérifier leur présence dans la feuille disponibilité. Si la correspondance n'est pas établie, nous en déduirons qu'il s'agit d'un salarié pleinement disponible à ajouter à la suite, c'est-à-dire à l'indice ligne N. C'est pourquoi, nous allons là encore enclencher une boucle do while sur cette feuille source repérée par l'objet feuille, et nous allons pointer sur les cellules grâce à l'objet cells de la colonne 4 pour l'indice de ligne en cours repéré par la variable ligne S, donc indice 4 pour la colonne D, point value pour accéder à son contenu. Est-ce que ce contenu est différent de guillemets? Si tel est le cas, nous saurons qu'il y a encore un salarié à traiter, que l'énumération n'est pas terminée. À chaque passage, pour chacun des salariés, puisque nous allons les passer tous en revue, nous considérons par défaut que le test n'est pas concluant, jusqu'à preuve du contraire, et puis nous allons initialiser, à chaque passage là encore, notre variable ligne D
à 5. Pourquoi? Eh bien, parce que pour chaque salarié passé en revue dans cette première boucle, nous devons passer en revue tous ceux qui sont inscrits dans la feuille disponibilité. Donc le traitement repart à chaque fois, pour chaque salarié, à partir de la ligne 5. Donc, nous imbriquons dans cette première boucle une autre boucle, cette fois-ci sur la feuille disponibilité, donc repérée par son nom d'objet feuille disp. Nous devons pointer sur la cellule des noms, donc en colonne B, la colonne D, la colonne B, la colonne 2, pour l'indice de ligne en cours, repéré cette fois-ci par la variable ligne D, indice 2 de colonne comme nous le disions, et propriété value, différent de guillemets, effectivement, tant qu'il y a bien une inscription, eh bien, nous devons poursuivre l'analyse. Que devons-nous faire à chaque passage dans cette boucle? Eh bien, nous devons comparer les noms. S'ils sont équivalents, eh bien, nous devons basculer l'état de notre variable booléenne pour agir en conséquence. C'est pourquoi nous engageons à l'intérieur de cette boucle le test nécessaire entre ces noms, donc à comparer. Alors je vais me permettre de prélever ici plutôt un fragment de code existant pour ne pas avoir à tout réécrire, comme je vous le disais. Donc, est-ce que le nom pour la feuille source, donc en colonne 4, et pour l'indice de ligne en cours, est égal à celui de la feuille disponibilité? Alors, je vais encore avoir une erreur en quittant trop tôt, mais de cette manière, je vais me permettre de ne pas réécrire tout le code. Est-ce que les noms sont bien équivalents? Si tel est le cas, que devons-nous faire? Comme nous le disions, nous devons basculer l'état de notre variable booléenne. Donc, nous affectons notre variable booléenne à true sans plus attendre. Et puis, dans la foulée, nous allons quitter cette boucle imbriquée par non pas un exit form, une instruction exit do, cela va de soi, de manière à reprendre le traitement à partir du salarié suivant, puisque le précédent a été trouvé. Donc cela veut dire que nous ne devons pas l'ajouter, qu'il n'est pas nécessaire de poursuivre l'analyse sur les lignes du dessous. Donc, nous sortons de notre boucle, le test étant terminé, eh bien, nous devons ensuite ne pas oublier que nous sommes, comme vous le savez, dans une double boucle. Et je suis en train de me dire, une fois encore, voyez-vous qu'il me manque ici une petite instruction. Alors je m'aperçois que je me perturbe tout seul au moment où je relis mon code. Effectivement, j'ai pas borné de la bonne façon ici. C'est bien un loop pour ma seconde boucle imbriquée, et mon ndif, il était en doublon, donc ça ne pouvait pas aller. Dans cette deuxième boucle imbriquée, bien entendu, il ne faut pas oublier d'incrémenter notre variable de boucle, car cette incrémentation, contrairement à une boucle for, ne se fait pas toute seule. Cette incrémentation est nécessaire dans la mesure où ce test n'est pas concluant. Je m'aperçois ici que mon copier-coller décidément n'avait pas été complet, qu'il me manquait une lettre de mon objet feuille, donc je le rajoute. On aurait généré une erreur qu'on aurait vite corrigée, ce n'était pas très grave, comme quoi les copier-coller sont souvent sujets à créer des difficultés lorsque nous ne pensons pas à bien adapter ensuite les lignes qui suivent. De la même façon, pour notre première boucle qui, elle, je vous le rappelle, parcourt l'ensemble des salariés, il ne faut pas oublier de passer au suivant et donc d'incrémenter à chaque passage notre variable de boucle reconnue sous le nom ligne S. Et normalement, à ce stade, tout devrait être fonctionnel. Nous allons effectuer une petite compilation pour nous assurer au moins que la syntaxe est correcte jusqu'alors. Désormais, si la recherche du salarié dans la feuille disponibilité s'est soldée par un échec, trouve valant toujours false, nous devons ajouter les informations de ce dernier à la suite, c'est-à-dire sur l'indice ligne N dans le tableau des disponibilités. C'est pourquoi, après la seconde boucle, mais toujours à l'intérieur de la première, cela va de soi, eh bien je vous propose que nous réalisions un test sur la correspondance qui pourrait ne pas avoir eu lieu si notre variable booléenne vaut toujours false. Donc, dans ces conditions-là, alors je vais bien prendre soin de borner dans l'enchaînement, eh bien nous devons procéder à l'inscription des informations de ce salarié sur notre feuille disponibilité, repérée par son nom d'objet feuille disp, en commençant par la colonne B, c'est-à-dire à l'indice 2. Par contre, cette fois-ci,
non pas pour l'indice ligne D qui était celui de notre boucle, mais comme vous le savez, pour la dernière ligne recensée de ce tableau, c'est-à-dire ligne N. Ici, nous devons y inscrire l'information sur le nom du salarié pour lequel la correspondance n'a pas été trouvée, signifiant qu'il s'agit d'un employé pleinement disponible, donc repéré par l'indice de ligne en cours dans la première boucle, colonne 4, c'est-à-dire la colonne D. Ensuite, nous devons renseigner sur le taux de présence. Comme il est pleinement disponible en colonne 3, ce taux est de 100%. C'est une colonne que nous formaterons, si ce n'est pas déjà le cas, au pourcentage. 1 vaut bien 100%. Et puis, en dernière colonne, c'est-à-dire la colonne 4, normalement, elle est utilisée pour afficher l'ensemble des dates concaténées de manière à ce que le responsable puisse savoir précisément les absences des salariés ainsi désignés. Dans ces conditions, nous allons simplement ajouter la mention disponible, ce qui voudra dire que ce salarié est complètement disponible pour la période ainsi désignée. N'oublions pas que si nous réalisons une inscription, nous devons prévoir que la prochaine puisse se placer sur la ligne suivante. Donc, il est nécessaire, après cette action, d'incrémenter notre variable ligne N, qui pointera bien toujours ainsi sur la prochaine ligne disponible de notre feuille disponibilité. Avant d'être affiché, le tableau de synthèse de la feuille disponibilité doit être trié, nous l'avons dit, décroissant sur la disponibilité. Nous mettrons ainsi en lumière les salariés complètement libres sur la période choisie. Souvenez-vous, cette procédure existe déjà. Elle se nomme trier dispo. Elle appartient au module 3. Nous devons simplement lui passer l'indice de la dernière ligne du tableau à trier pour n'omettre aucune donnée dans la réorganisation. Et cet indice, c'est ligne N-1. Pourquoi ? Puisque la dernière incrémentation, qui ne sera pas suivie d'une inscription, nécessairement, va désigner la ligne vide juste en dessous. C'est pourquoi, à la fin du code, donc à la suite de la double boucle, je vous propose d'appeler effectivement cette procédure trier dispo, en lui passant donc en paramètre le dernier indice de ligne N-1, trier dispo, ligne N-1 pour engager le tri. Et puis, pour que nous puissions offrir cette synthèse au responsable qui, je vous le rappelle, agit nécessairement depuis la feuille calendrier, nous allons afficher la feuille disponibilité reconnue par son nom d'objet feuille disp grâce à sa méthode select. Dans la foulée, il est utile de masquer le formulaire qui se nomme outil par sa méthode hide, et tant qu'à faire, nous pourrions aussi, de manière à activer l'une des cellules qui ne soit pas située en plein milieu de la feuille, désigner la cellule A1 par l'objet range de cette feuille et de la sélectionner à son tour par sa méthode select. Le code de la procédure consolidée est donc terminé, mais forcément cette dernière doit être appelée à la fin du traitement de la procédure événementielle disponibilité clic. Donc je vais me permettre ici de copier son nom, et puis tout à la fin du traitement de la procédure disponibilité clic, nous appelons la procédure consolidée qui a pour objectif effectivement d'ajouter les salariés pleinement disponibles à la suite dans le tableau de synthèse. Je vous propose d'enregistrer les modifications, ensuite de basculer sur le classeur et d'activer la feuille calendrier. Nous pourrions par exemple sélectionner les 3 derniers vendredis du mois de juillet 2020 en cliquant et en glissant, donc les 17, 24 et 31. Ensuite, nous cliquons sur le bouton Gérer. Je vous invite dans l'enchaînement à cliquer sur le bouton Dispo. Et comme vous le constatez, une fois le traitement achevé, l'affichage est donné effectivement à la feuille disponibilité. Les salariés, ils sont tous énumérés, c'est très efficace, par ordre de disponibilité, donc taux de 100%, 66%, 33%, etc. Ceux pour lesquels des absences ont été observées livrent l'ensemble des dates concernées, la variable chaîne date, comme vous le remarquez, donc outil très efficace pour le responsable. Si vous choisissez une autre période sur la feuille calendrier, après validation du bouton de dispo, la synthèse s'adapte parfaitement. Il s'agit donc d'un outil précieux en termes d'efficacité et d'organisation pour le responsable, j'insiste. Mais, pour renforcer la pertinence de la synthèse livrée et simplifier l'interprétation des disponibilités, je vous propose désormais d'engager des règles de mise en forme conditionnelle. Dans des jeux de couleurs adaptés,
comme nous l'avons vu en préambule de cette formation, elles doivent mettre en évidence les salariés les plus disponibles sur la période demandée. Mais avant cela, quelques formatages sont nécessaires. Par exemple, nous allons sélectionner la colonne C complète, même s'il y a des données textuelles à l'intérieur, peu importe. Elles seront ignorées dans la section nombre du ruban accueil. Nous allons cliquer sur le bouton style de pourcentage. On y voit déjà plus clair et comme il s'agit de données numériques, nous allons les aligner sur la droite. Ainsi, plus de clarté, plus de lisibilité est offerte. Puis de la même façon, nous allons cliquer sur l'étiquette de la colonne D pour la sélectionner intégralement, choisir un alignement à droite, éventuellement élargir un peu cette colonne du fait que il est possible que sur des périodes qui sont un peu plus, on va dire, larges, que les dates concaténées soient plus importantes. Vous en conviendrez, les résultats de synthèse sont déjà plus simples à interpréter, mais nous souhaitons renforcer la pertinence de ce tableau. C'est pourquoi, pour créer ces règles, je vous invite tout d'abord à sélectionner l'intégralité des colonnes de ce tableau. Ainsi, nous pourrons prévoir toutes les lignes qui potentiellement seraient ajoutées les unes en dessous des autres si de nouveaux salariés y étaient embauchés. Ensuite, nous allons cliquer sur le bouton mise en forme conditionnelle, en bas de la liste choisir la commande nouvelle règle, et comme nous en avons l'habitude désormais, nous choisissons de bâtir cette règle à partir d'une formule type que nous sélectionnons. L'objectif est de repérer dans un premier temps les taux de disponibilité à 100% que nous souhaitons faire ressortir en vert pour attirer l'œil du responsable. Sur la colonne C, donc, il faut raisonner chronologiquement. Nous allons néanmoins engager égal un double test grâce à la fonction et le premier test, donc sur la colonne C, pour la cellule C1, que nous allons défiger en ligne, mais pas en colonne grâce à la touche F4. Le dollar doit persister seulement devant l'indice C de colonne. Nous souhaitons savoir si cette cellule n'est pas vide, car il pourrait y avoir un parasitage par rapport à l'équivalence numérique que nous allons entreprendre en deuxième test. Nous l'affichons en colonne, pourquoi ? Parce que pour chaque ligne, le critère est bien posé uniquement sur cette colonne C. Par contre, nous la défigeons en ligne, pourquoi ? Parce que toutes les lignes vont devoir être passées en revue de manière à pouvoir appréhender chacun des salariés. Dans le même temps, donc pour cette même cellule C1, d'ailleurs, dont je peux plutôt recopier la syntaxe, point virgule pour poursuivre l'énumération des critères, nous souhaitons savoir si sa valeur est strictement 1, c'est-à-dire 100%. Nous pouvons fermer la parenthèse de la fonction et pour terminer l'énumération. Lorsque le taux de disponibilité est à 100%, comme nous le disions, nous souhaitons un fond vert, nous cliquons sur le bouton format, l'onglet remplissage, nous choisissons un vert dans la palette de couleurs et tant qu'à faire pour faire ressortir le texte. Dans l'onglet police, nous choisissons un style gras avec une couleur dans un gris très clair. Vous voyez, donc la synthèse est donnée de retour sur la première boîte de dialogue. Elle rend compte de la situation. Dès qu'un taux de disponibilité à 100% est détecté, la ligne complète du salarié doit se parer de vert. Je vais me permettre de prélever ce bout de syntaxe, de valider cette règle, pour constater effectivement qu'instantanément et dynamiquement tous les employés pleinement disponibles pour la période désignée ressortent du lot. Ces indicateurs visuels sont d'une aide précieuse pour les gestionnaires. Ils vont s'adapter à chaque extraction du responsable qui va désigner des périodes sur lesquelles il a besoin de connaître la disponibilité de ses équipes. De la même façon, toujours sur ces colonnes B et D, dans une mise en valeur associée à un indicateur positif toujours, nous allons créer donc une nouvelle règle qui consiste à déceler tous les salariés dont le taux de disponibilité est supérieur à 70%. Le premier test, nous le conservons, il doit s'assurer que dans la colonne C, la cellule n'est pas vide, mais dans le même temps, pour éviter tout conflit, qu'il s'agit bien d'une cellule numérique que nous sommes en train de traiter. Vous pourrez l'essayer sans ce test et constater que effectivement des conflits s'enclenchent. Et donc, comme nous le disions, troisième test, donc nous poursuivons l'énumération avec le point virgule, que le taux est supérieur à 70%, soit 0,7. Dans ces conditions, nous souhaitons faire ressortir les informations sur un fond bleu. Donc, dans l'onglet remplissage de la boîte de dialogue qui se propose, nous choisissons ce remplissage avec un style gras pour le texte et une couleur gris très claire comme précédemment pour obtenir effectivement ce rendu. Je vérifie
rapidement la syntaxe pour m'assurer que tout va bien. Nous pouvons valider cette règle et pour constater qu'elle prend le pas sur la première, mais vous verrez que tout est une question de hiérarchie des règles et c'est une petite mésaventure que nous allons régler dans la foulée. Il est très intéressant de constater ce conflit. Comme elle est posée après, eh bien, la première règle pour les 100% se déclenche, elle fait son travail, et puis la deuxième se déclenche, elle veut mettre en valeur tout ce qui est supérieur à 70%, nécessairement 100% étant supérieur à 70%, eh bien c'est le bleu qui l'emporte. Ensuite, nous conservons la sélection, et puis cette fois-ci donc, j'aurais dû prélever mon bout de syntaxe. Regardez, nous allons faire plus simple. Nous allons choisir cette fois-ci gérer les règles pour retrouver l'ensemble des règles sur cette plage de cellules actives. Je vais cliquer sur modifier pour la bleue, prélever la syntaxe, annuler pour surtout ne pas la modifier, revenir dans la synthèse, cliquer sur le bouton nouvelle règle, choisir une formule, et cette fois-ci, eh bien, nous souhaitons mettre en valeur sur fond jaune tous les taux supérieurs à 40%. Nous conservons les deux premiers tests. Nous n'avons qu'à adapter l'inégalité du dernier. Ce n'est plus 0,7 mais 0,4 pour 40%. Et comme nous le disions, une symbolique un peu plus négative cette fois-ci à associer. Un fond jaune, cela va de soi. Il n'est pas nécessaire, on pourrait aller adapter le texte, on va dire un gris foncé comme ceci, de retour, voilà, le résumé est ainsi donné. Et enfin, sur fond orange, vous voyez que dans l'enchaînement, cette boîte de dialogue est intéressante puisque finalement, nous pouvons poursuivre par une nouvelle règle, coller la syntaxe. Nous souhaitons faire ressortir tout ce qui est inférieur, cette fois-ci à 40%, sur un fond orange, voire proche du rouge, c'est-à-dire une symbolique qui est très négative, qui va tout de suite alerter le responsable sur le fait que ses salariés, malheureusement, ne pourra pas compter sur eux. Inférieur à 0,4, donc, nous cliquons sur le bouton format, remplissage, nous choisissons un orange comme celui-ci, voyez-vous, et puis une police, comme nous le disions, dans un gris foncé, que nous validons de cette manière-là. Et comme je vous le disais, donc, eh bien, la hiérarchie des règles est très importante. Celle qui doit prendre le pas sur toutes les autres, c'est la disponibilité à 100%. Nous la sélectionnons et nous cliquons à plusieurs reprises sur la flèche montée de manière à pouvoir lui donner la priorité dans la hiérarchie. Vient ensuite la bleue. Nous aurions pu directement les construire dans cet ordre, puis la jaune, puis la orange. Qu'en est-il si nous cliquons sur le bouton appliquer? Vous constatez que tout est parfait instantanément. La synthèse est précieuse pour le responsable qui sait qu'il peut compter pleinement sur tous ses salariés pour ces derniers vendredis du mois de juillet, un peu moins sur ces deux-là, mais si d'aventure d'autres faisaient faux bond, eh bien seul l'un des vendredis est indisponible. Et puis c'est une synthèse qui s'adapte toute seule puisque désormais nous souhaiterions connaître le taux de disponibilité, pourquoi pas, sur la 3e semaine du mois de juillet. Nous la sélectionnons donc, nous cliquons sur le bouton gérer, et puis sur le bouton dispo, et vous allez constater que le tableau de synthèse se recompose parfaitement. C'est bien le cas, il y a plus de disponibilité à 100%, contrairement au dernier vendredi, ce qui paraît logique dans la mesure où nous incluons effectivement les dates du début de semaine, qu'il y a des disponibilités à 40%, des personnes qui sont un peu moins présentes, effectivement. Par exemple ici, le 15, le 16 et le 17, donc seul le 13 est disponible puisque le 14 est un jour férié. Pourquoi il n'est pas pris en compte? Eh bien parce qu'il y a des sociétés, comme dans l'agroalimentaire, qui considèrent que les jours fériés sont des jours travaillés. À vous de voir si vous souhaitez ajouter effectivement cette contrainte dans le code VBA, et enfin, tous ceux qui sont très peu disponibles. Voilà donc pour ces démonstrations, j'espère qu'elles vous ont plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo. Et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.